trouver un autre espace. Je relance l'enregistrement pour la partie présentation de moi. Pas que ce soit important, mais vous compreniez à qui vous avez affaire. Ah, c'est pas la même page que j'ai partagée. Ok, allez, elle se ressemble. Hop, et c'est celle-ci. Non, c'est toujours pas celle-ci, c'est celle-ci. Ça marche. Donc, on revient là-dessus. Euh, Vas-y, quand tu veux. Voilà. Ça, là, ce mec sur sa moto, c'est moi. C'est une photo de moi, le 11 avril 99, c'est écrit, quand je faisais le championnat de France des rallyes routiers. Championnat de France des rallyes sur route, c'était à l'Ermitage, voilà, à Drôme-Ardèche. Euh, J'étais passionné de rallye. Mon objectif très lointain, c'était de faire du rallye auto, parce que j'adorais voir ces pilotes qui maîtrisaient leur voiture dans les toutes petites routes très sinueuses de là où j'habitais, puisque j'habitais plutôt en montagne. Et étant passionné de moto aussi, j'avais joint les deux. Et j'ai commencé à courir en 96 avec des copains qui m'ont permis de me lancer là-dedans, parce qu'on faisait ça ensemble, avec une vieille moto pourrie achetée sur le Bon Coin, une motocross que j'avais adaptée moi, bricolée moi, je veux dire, dans mon garage. Et là, en 99, sur cette photo, j'ai une vraie moto faite pour, euh, préparée pour ce genre de compétition. J'ai tout l'équipement qui va avec. Bref, je m'éclate. Au sens propre, et je me suis éclaté, enfin, je m'éclate au sens figuré, et je me suis éclaté au sens propre. On va revenir dessus. Euh, je commence 10 ans après l'accident, à maîtriser le décodage biologique en 2009. Dans cette formation de décodage biologique, c'est celle de Christian Flech que j'ai faite. Il y en a plusieurs, et c'est vraiment celle de Christian Flech que j'ai faite. Je vous expliquerai pourquoi après. J'ai découvert la psychogénéalogie. C'est ce que j'appelle le transgénérationnel aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est pas psychogénéalogie, c'est transgénérationnel. Et ensuite, dans mon parcours personnel, j'ai trouvé la thérapie familiale en 2014. D'accord? Donc il y a 11 ans. Et j'ai créé la TEFT en 2018. La TEFT, le nom TEFT vient de 2018. Et je crois que je me trompe, je crois que c'est 2017. Mais c'est là que j'ai donné pour l'information. Oui, j'ai voulu nommer ce que je faisais parce que je trouvais ça génial au cabinet. Ça marchait tellement bien qu'étant tout seul à le faire, ça m'agaçait un peu de ne pas toucher plus de gens. J'étais complet sans arrêt, hein. Euh, et donc, je lui dis, OK, je commence à avoir 15 jours de délai, c'est pénible pour tout le monde. Donc, je préfère former des gens pour qu'ils soient plus nombreux à le faire. Et c'est là que j'ai commencé à lancer la formation. C'est en 2017 que j'ai commencé à former les premiers. En 2018, c'est faux. Peu importe. Ça, c'est mon parcours. Il est donc possible de partir de là, d'un mec lambda qui travaille dans un bureau d'études en industrie, industrie chimique du bassin grenoblois, euh, de devenir thérapeute. Mais mon parcours, il est un peu chaotique et je vous le conseille pas parce qu'il est forcé. J'ai été forcé à faire ça. Il y a pas, j'ai pas d'autre mot. La vie m'a forcé à devenir thérapeute puisque je suis vice-champion de France des rallyes routiers de ma catégorie en 98. Et en 99, j'ai le sponsor qui me permettra d'atteindre enfin mon but, c'est d'être champion de France, d'être le meilleur. Pourquoi? Pour quelle raison j'ai besoin d'être le meilleur? Ok, j'ai besoin d'être le meilleur pour être reconnu. Et tout ça, ça vient de mon Y%, ça vient du manque de reconnaissance que j'ai eu dans mon enfance par ceux, les deux, papa et maman, qui étaient censés me donner ma valeur, une valeur affective de la part de maman et une valeur sociale de la part de papa. Je vais chercher dans le rallye à être le premier, deuxième ou troisième, ça ne m'intéresse pas. Donc en 98, je suis vice-champion de France. Ouais, super, mais je suis vice. Je suis pas le champion de France, je suis pas le meilleur. Il y en a un autre devant moi. Euh, alors, et je trouve que celui qui est devant moi, en plus, c'est non seulement le champion de France de ma catégorie, mais c'est aussi le champion de France de ma région, en région Rhône-Alpes. Donc je suis deuxième aussi en région Rhône-Alpes.
Et c'est le champion de France général, toutes catégories confondues. Donc moi, je suis derrière le meilleur dans toutes les catégories, autant championnat de France global, général, que catégorie par catégorie, que même dans ma région à moi, je ne suis même pas champion de ma région. Donc c'est pas assez. Donc heureusement, on vient me voir en 99, on me propose un sponsoring et je saute dedans à pieds joints et j'y mets tout mon argent, toute mon énergie. Et en avril, juste après cette photo-là, 15 jours après cette photo, je vais m'exploser, me ratatiner, me bousiller, me démembrer, bref, je vais m'exploser dans les arbres à plus de 110 km/h en sortant de la route, en reconnaissance. Parce qu'on fait du rallye sur des spéciales routes fermées, qui ont lieu le samedi et le dimanche, et que les jours d'avant, généralement, on va reconnaître ces spéciales pour valider que nos choix techniques sont les bons, que nos trajectoires sont les bonnes, qu'on est prêt à courir sur cette route-là. Donc on route très très vite, sur route ouverte, donc très très vite, mais on se tient à droite quand même pour pas avoir d'accident. Ça m'est arrivé, hein, je ne me suis pas toujours très bien tenu à droite. Bref, et là, ce jour-là, je suis en reconnaissance avec cette nouvelle moto, donc c'est la première fois que je roule sur ces spéciales-là. Et je sais, je sens que je vais déjà plus vite qu'en 98. Je sais que je vais être devant les autres. C'est acquis, c'est bon. Je suis déjà physiquement au chrono plus rapide que j'étais l'année d'avant en course, alors que je suis qu'en reconnaissance sur route fermée. Donc, je ne prends pas tous les virages à fond. Je suis dans ma dernière montée, parce qu'ils sont ma dernière montée, je ne le sais pas encore, et c'est parfait. Et les trajectoires sont parfaites, les freinages sont parfaits, les vitesses montées sont au bon endroit, je, je- tout roule super bien sur les 2 premiers kilomètres de la montée, c'est génial. Je suis persuadé que déjà je roule plus vite qu'avant, donc que cette fois-ci, je vais être champion de France. Je vais gagner ce rallye-là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en 98, on a couru sur cette même spéciale avec l'autre moto, donc j'étais, et j'ai perdu le rallye pour 3 dixièmes au chronomètre. 3 dixièmes, d'accord? Sur toute une journée de course, 3 dixièmes au chronomètre. Et encore, je perds parce que j'ai 5 secondes de pénalité. Donc en fait, j'ai 4 secondes 7 d'avance sur le deuxième. Donc je sais bien là, en 99, que je débarque, et je suis persuadé que là, je suis plus rapide au chrono, donc je vais les battre. Et je vais enfin avoir la reconnaissance. Parce que je vais gagner. C'est sûr, c'est acquis. Et dans 2, 3 virages après, je suis tellement plus rapide que d'habitude que je passe à une vitesse tellement plus haute que d'habitude dans ce virage-là que la moto décroche et hop, je vais dans les arbres. Et là, ça commence. Je passe 45 jours de coma artificiel parce que mon cerveau est touché. Là, c'est mon cerveau en dessous. Donc là, les grosses traces en X au centre, c'est normal, hein, c'est le creux au milieu du cerveau. Mais ce qui n'est pas normal, c'est toutes les taches noires qui sont devant, sur le front, là, devant le front, et qui sont au sommet du crâne, et là, qui descendent à l'intérieur. Tout ça, c'est des hématomes cérébraux, et donc on me passe en coma artificiel pendant 45 jours pour que mon cerveau soit sauvé. Je vais me réveiller, je peux plus marcher, parce que j'ai perdu combien, 35 kilos. J'ai plus un muscle. Je suis raide comme un piqué parce que 45 jours de coma artificiel, ça vous fait retendre toutes les ligaments, muscles autour des articulations. Et je vais passer 2 ans au centre de rééducation pour réapprendre à marcher. Alors qu'on me dit, quand je rentre dans le centre de rééducation, sur ça, ça va être un peu compliqué parce que là, votre moelle épinière est touchée. Il y a des hématomes cérébraux, donc c'est pas évident que les fonctions motrices reviennent. Je m'accroche, je suis super bien accompagné par une super kiné qui croit dans ce qu'elle peut faire avec moi et je la suis parce qu'elle a raison, je peux faire des choses qu'elle me dit que je pouvais faire et au fur et à mesure de chaque journée, je lui fais de plus en plus confiance parce qu'elle me montre que tout ce qu'elle a prédit, ça fonctionne. Donc je m'accroche et je sors du centre d'éducation au bout de 2 ans avec 2 béquilles, alors qu'en rentrant, j'étais pas censé remarcher. Donc c'est énorme. C'est énorme pour moi, c'est inespéré. Je passe 4 ans de psychothérapie pour réapprendre à vivre avec mes séquelles. 4 années où je vais pleurer sur ce que j'ai perdu, pleurer sur ce que j'ai vécu,
pleurer sur ce qui m'a amené ici, mais mes 4 années où je reste quand même avec mes deux béquilles parce que ça change pas ça. Et puis, je passe en parallèle 4 ans de formation en thérapie manuelle énergétique. Alors, entre 2004 et 2008, je fais ça. Et là, le formateur en thérapie manuelle énergétique nous parle de décodage biologique. Il nous dit si les séances que vous faites en thérapie manuelle énergétique, méthode Poirier ne fonctionnent pas, alors que c'est super efficace et que j'ai eu vraiment des résultats d'enfer, chez certaines personnes, ça suffit pas. Il faut aller en décodage biologique, décrocher la cause émotionnelle du problème. Alors ça, c'est un nouveau monde pour moi. Mais il nous en parle pendant 4 ans, donc on est un petit peu convaincu. Et on finit par faire créer à Christian Flech une école itinérante de sa formation, parce qu'il la faisait qu'Aix-en-Provence avant. On est assez nombreux, nous, en thérapie manuelle, pour déclencher un cours à Grenoble, dont je vais finir par prendre l'organisation, et je vais apprendre le décodage biologique. Et là, autant j'ai eu des bons spectaculaires physiquement pendant ces 4 ans de Poyer, autant je vais encore avoir d'autres bons spectaculaires à partir de 2008, quand je commence à me former en décodage biologique. Ça prend à peu près un an et demi la formation, et je vais éliminer énormément de séquelles, je dis bien, de mon accident. C'est-à-dire que les médecins qui, en 2001, quand je suis sorti du centre de rééducation, me disent, Monsieur Rossa, il faut travailler maintenant parce que, on va dire, 5 ans après l'accident, vous récupérez plus rien. J'ai déjà passé 2 ans, il vous reste que 3 ans donc. Il faut travailler maintenant parce que vous récupérez plus rien après. Donc eux, après 2004, sont persuadés que je récupère rien, que c'est fini parce que en centre de rééducation, il y a 5 ans de récupération. Après, c'est fini, c'est fixé. Or, quand je rentre employé en 2004, ça fait 5 ans. Et là, je commence encore à récupérer. Je vais me former pendant 4 ans. Je vais récupérer beaucoup de choses. Donc, je me dis qu'ils n'ont pas forcément raison, ces médecins rééducateurs. Pourtant, c'est le métier, leur métier. Qu'il y a peut-être autre chose qui existe que ce que eux connaissent. Et quand on va me parler de décodage biologique, que je vais commencer à me plonger dedans, que je vais commencer à me former, donc à travailler sur moi, parce que cette formation, elle est en même temps un développement personnel. Je vais régler mes propres problèmes. Et donc, je vais encore perdre des séquelles, je vais encore lâcher des conflits émotionnels, donc des séquelles qui vont se réparer d'elles-mêmes entre 2004 et 2009, soit 10 ans après l'accident. Donc, je suis complètement en dehors des clous de tout ce que les gens connaissent en rééducation. Et donc, je commence à croire un petit peu à la méthode, parce que je l'ai vécu. Et en décodage biologique, je vais donc revenir sur ça. Je rencontre la psychogénéalogie. Je commence à exercer au cabinet, à me spécialiser en psychogénéalogie, donc en transgénérationnel, parce que ça me parle beaucoup. Et en travaillant en transgénérationnel à la façon que j'ai mise au point, je lâche encore des séquelles de mon accident. Donc, même grâce à ça, même après 2009, je vais encore récupérer des choses. Et c'est quand je rencontre la thérapie familiale en 2014 que je vais régler tous mes problèmes relationnels que j'avais à l'époque, problèmes de couple, problèmes d'estime de moi, de valeur, de tout ce qu'on peut imaginer de familial, on en parlera demain. Je vais avoir la preuve que c'est possible de travailler bien autrement que la psychothérapie que j'ai fait pourtant pendant 4 ans, de 2001 à 2005. Donc, j'ai la preuve que on peut faire des choses différentes de la psychothérapie, qu'elles ont un effet même sur des choses complètement pas reconnues par la médecine, et donc on a toujours le moyen de faire différemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux que vous soyez là. Je suis très heureux de former les gens que je forme, avec qui je passe 3 jours par mois, tous les mois, le week-end, pour leur apprendre à eux aussi aider les gens dans cette pratique-là. La Karine dont je parlais, qui est kiné, qui est juste à côté de là, elle est à gauche, en haut à gauche de la photo. C'est elle qui est kiné, dont je partagerai l'expérience. Après, tout ça, c'est des gens qui sont arrivés au niveau 2. C'est la photo de la fin du niveau 2. Niveau 2, ouais, c'est ça, niveau 2. Il y a combien de temps? Il doit avoir 3 ans, 3 ans, je pense.
à peu près. Je sais plus quand date la photo. Bref, ce sont tous des gens qui ont eu ce niveau 2, qui ont soit pas rentré dans le transgénérationnel parce que ça leur parlait pas, parce qu'ils avaient d'autres outils, parce que ci, parce que ça. Et parmi tous ces gens-là, j'en ai encore une grosse majorité qui ont fini niveau 3 et qui, aujourd'hui, sont à exercer dans leur cabinet. Ou qui l'ont fait pour eux-mêmes, tout seuls, dans leur propre développement personnel, parce que j'en ai beaucoup qui viennent aussi pour développement personnel, euh, et qui sont très heureux d'être allés jusqu'au bout des 3 pour comprendre, pour travailler sur eux. En fait, cette formation, qui dure globalement un an et demi au niveau calendrier, c'est à la fois, j'apprends la théorie, mais je l'applique sur moi-même, je me fais évoluer, j'évolue moi-même, et du coup, je sors de la formation en ayant fait quasiment un an et demi de développement personnel, ce qui va permettre aux gens qui ne veulent quand même pas être thérapeutes, et j'en ai toujours dans mes groupes, d'avoir gagné quelque chose, au moins pour leur vie à eux, leur vie familiale, leur relation avec leurs enfants, avec leur mari, avec leurs ex, avec leurs parents, etc., etc. Bref, ils sont tous très contents de pourquoi ils sont venus à leur rythme. On reparlera de tout ça dimanche. C'était mon parcours. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair. N'hésitez pas, hein, même personnel, je vous dirai non, c'est personnel, je ne vous écoute pas. Je suis libre de répondre à chaque moment. Ne vous inquiétez pas de moi. Ah, j'ai des... Léa, est-ce que la thèse permet de sortir de la dépression? Oui. Et en travaillant auprès d'adolescents polyhandicapés, est-ce que je peux aussi leur apporter quelque chose? Alors là, Léa, vous m'intéressez. Là, je vais parler de quelque chose de personnel. Quand j'étais dans ce centre de rééducation, j'avais 28, 29 ans, et il y avait une psy que je pouvais aller voir quand je voulais, que je suis allé voir une fois ou deux, parce que j'ai bien vu que ça ne m'apportait pas grand-chose. Mais quand j'ai découvert Poyer, quand j'ai découvert découvert biologique, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, waouh, si j'avais eu un thérapeute TEFT dans ce centre de rééducation, je serais peut-être sorti plus vite, je serais peut-être sorti mieux, et je serais peut-être sorti avec un état d'esprit différent de celui avec lequel je suis sorti en 2001. Donc, ma vie aurait été complètement différente si la test avait pu venir me toucher là où j'étais. J'étais pas adolescent, hein, j'étais adulte. Euh, j'ai aucun doute sur le fait que des adolescents peuvent avoir des bénéfices, mais, et c'est le grand mais, ces adolescents sont encore dans la partie pas enfance, j'ai envie de dire, mais ils sont encore dans ce nœud familial. Ils ne sont pas adultes, ils ne sont pas maîtres de leur propre vie. Donc, leurs problématiques viennent exclusivement, je n'ai pas de problème à le dire, de ce qu'ils n'ont pas eu de leurs parents ou ce qu'ils n'ont pas réglé de leurs ancêtres. D'accord? Donc, quand une famille m'apporte un adolescent avec des problèmes, je reçois toute la famille. Dans la formation, on apprend ça aussi, à recevoir toute la famille. C'est relativement simple, hein, il n'y a pas de secret, pas de mystère, mais l'idée, c'est de renvoyer chacun vers ses propres défaillances pour arriver à aider et soutenir l'enfant. Parce que cet adolescent n'est encore qu'un enfant, il a encore toute une partie de vie à se développer, donc cette adolescence on va dire de 14 à, j'exagère à peine, mais 14 à 18, où il va pouvoir avoir la chance de réparer toutes les histoires qu'il n'a pas réglées jusque-là. Et pour ça, les parents ont un immense rôle à jouer parce que si eux-mêmes vont régler leurs propres conflits de leur côté, ils peuvent être les meilleurs parents possibles pour aider cet enfant. Bien sûr que tout ce qui est transgénérationnel, ça appartient à l'enfant parce que lui est à la base de l'arbre entre son père et sa mère. Donc il faudra que lui-même monte son propre arbre généalogique avec l'aide de ses parents, bien sûr, puisque tout le monde va participer à ça. Et je pourrais travailler avec lui spécifiquement en transgénérationnel. Mais jusque-là, je vais pouvoir travailler avec lui en thérapie familiale. Et cette thérapie familiale, elle va être immensément accélérée si les parents de chaque côté font leur propre travail pour être présents pour leurs enfants. Et comme
ils sont venus avec cet enfant-là pour que je les aide tous, mais lui d'abord. Ils ont un penchant naturel à vouloir faire le maximum, donc ils vont faire le maximum, donc ils vont travailler au maximum, et donc cet enfant-là a beaucoup, beaucoup de chances de régler ses problèmes. Et j'ai travaillé avec des enfants handicapés très lourds, d'accord, neurologiques à la naissance, qui avaient pas mal de difficultés de vie, de difficultés à s'insérer dans la société, de plein, bref, plein de choses. Euh, Avec eux, les handicaps n'ont pas été réduits. D'accord? C'est à la naissance, c'est quelque chose qui est abîmé, qui est mal construit. On ne fait pas de la magie non plus. D'accord? Mes séquelles de mon accident venaient de mes conflits que j'avais pas réglés, donc de choses qui ne se réparaient pas alors que ça avait marché avant. Voilà, vous voyez la différence. J'ai pu permettre la réparation, la guérison, parce que ça avait déjà fonctionné avant et qu'il ne me manquait pas l'organe. Il y a une partie de moi où il manque un morceau d'intestin. Cet morceau d'intestin, je ne l'ai jamais remplacé. D'accord? On est bien d'accord avec ça. Je ne vais pas faire pousser l'intestin, je n'ai pas magicien. Pas du tout. Par contre, j'ai réglé le problème qui m'a valu que mon intestin soit tronçonné après l'accident parce qu'il avait explosé en morceaux, bien sûr. Et j'ai résolu la source du problème. Donc, ayant résolu la source du problème, mon intestin, où il en manque un morceau aujourd'hui, ben, il m'embête plus. C'est plus un problème pour moi. Alors que biologiquement, il y a une morceau d'intestin en moins, donc il y a des fonctions en moins. Donc, vous pouvez travailler sur les polyhandicapés, mais chez les adolescents, il y a aussi le travail avec leurs parents à faire pour que eux puissent les aider. C'est vraiment la plus grande aide. La dépression, j'ai répondu oui parce que c'est même le décodage biologique qui permet de sortir de dépression parce que c'est un système qu'on a très bien décodé en décodage biologique, on décode, d'accord? Donc on a les outils pour travailler sur la dépression, oui, complètement. Et les gens sont très très surpris. Et les gens sont très très surpris que de 15 jours, d'un seul coup de 15 jours, leur vie est complètement changée, ils se trouvent complètement bien alors qu'ils ont rien changé à leur traitement et que tout est pareil qu'avant, mais on a travaillé sur la source de la dépression, oui. Donc oui, la dépression, on peut travailler dessus. Mais vous aurez très très peu de gens qui vont venir vous voir pour la dépression parce que pour eux, ils sont malades, il y a des médicaments à prendre et point barre, à part la psy, il n'y a pas grand-chose à faire. On peut travailler plutôt, on peut travailler avec, parce qu'on ne travaille pas sur, on travaille pas sur les gens, on ne s'assied pas dessus pour faire des choses sur eux, non, on travaille avec eux, puisque c'est eux qui vont devoir exprimer et travailler, chercher à réintégrer leurs ressources. On peut travailler avec des gens sur n'importe quoi. N'importe quoi à partir du moment où ils ont un cerveau conscient qui peut réfléchir correctement. Je m'explique. Euh, je peux parfaitement travailler sur un handicapé moteur quel que soit le niveau de la lésion, pour l'aider à régler les sources de son problème, donc l'aider à ne plus souffrir de ce handicap, ne pas souffrir de douleur, ne pas souffrir de choses qui lui rendent la vie complètement désagréable, en plus d'être coincé dans un fauteuil. Mais je ne peux pas travailler sur un accidenté de la route qui a perdu la moitié de son cerveau, donc qui n'est plus apte à avoir une réflexion tenue et structurée. J'ai eu un jeune homme, non, c'est un monsieur, il avait 50 ans, qui avait fait un AVC à 40 ans, je crois. Ouais, 40 ans. C'était en Suisse d'ailleurs, à Genève il était. Et ses vieux parents de 75 ans euh, ont eu à nouveau un petit bébé à qui ils ont dû apprendre à marcher, à parler, à se nourrir. Et ses parents, à partir de leurs 75 ans, donc pour leur fils à 50 ans qui a cet AVC, vont le réhéberger chez eux et l'aider. Et c'est sa mère que je reçois avec lui. Elle est épuisée. Elle a 75 ans, elle est vraiment épuisée et elle cherche elle cherche des solutions pour aider son fils, quoi. Je ne vais pas pouvoir travailler avec lui parce qu'il est incapable d'aligner une pensée plus loin que l'autre. Du coup,
tout ce qui est ressenti, émotion, ça fait que des bouleversements terribles. Euh, Par contre, je vais travailler sur la mère. Elle va comprendre que ce qui est arrivé à son fils, c'est quelque chose que elle et son mari ont quelque part participé par leur défaillance de l'époque. Je dis défaillance, hein, c'est des gens très bien, ils sont pas méchants ni pas durs, mais ils ont été défaillants parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les ressources pour élever cet enfant correctement comme ils l'auraient pas mérité, j'aime pas dire ça, mais comme ils l'auraient eu dû avoir accès normalement. Et ils vont le faire travailler sur cette femme, sur sa propre histoire. Euh, c'est une d'elles qui a perdu son mari à 5 ans. Son père à 5 ans. D'accord? Cette petite fille qui perd son père à 5 ans, elle est balancée dans le monde avec une mère totalement dépassée et elle va pas pour s'accrocher à quoi que ce soit. Elle va faire ce qu'elle peut quand elle va avoir son fils. Et ce qu'elle peut, ben, ça va pas suffire pour son fils. Donc son fils va développer des conflits émotionnels de je suis pas assez bien aimé, on me dit pas je t'aime parce qu'on sait pas dire je t'aime dans la maison. On sait pas dire je t'aime parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est que l'amour. En fait, cette mère ne sait pas aimer son fils. Euh, euh, Son père étant mort, elle va choisir à se raccrocher à un homme dans l'image de l'homme qu'elle avait fantasmé de son père, c'est-à-dire très carré, très dans sa tête, mais lui du coup incapable de s'intéresser complètement à son fils. Et donc son fils ne va avoir aucune valeur pour lui, ne va jamais être assez évolué intellectuellement pour être intéressant et discuter avec lui. Et donc ce fils va devenir un super agrégé de prof de maths qui va développer des techniques mathématiques pour apprendre aux élèves absolument géniales. C'est c'est pas ce qu'il me raconte lui, parce qu'il est incapable de me le raconter, mais il a quelques bris de mémoire qui restent. Et quand j'entends son histoire, je suis clairement sûr que c'était un espèce de génie de l'apprentissage des mathématiques, simplement pour compenser sa dévalorisation qu'il n'aura pas eu de son père. Et quand son AVC se déclenche, c'est simplement que son cerveau va chercher à surnourrir en termes sanguins, parce que la nourriture du cerveau, c'est du glucose qui est apporté par le sang. Et la montée en pression du sang dans le cerveau vise juste à le rendre plus performant. Et ben, à un moment, ben, ça éclose, hein, ses artères ne sont pas faites pour. Et il va perdre la moitié de son cerveau. Il est trépané, il lui manque une moitié de crâne, d'accord? Donc je vais travailler en poignet, je vais travailler sur son équilibre, je vais travailler faire plein de choses qui vont lui permettre physiquement de se sentir mieux, de retrouver ses sensations. Mais tout le reste, je vais faire sur sa mère. Et elle va me dire après qu'il a fait d'énormes bons en progression, d'énormes bons en lecture, d'énormes bons en apprentissage. Il est juste retourné un petit enfant pour se faire occuper par ses parents. Donc, quand sa mère règle ses problèmes avec ses propres parents, elle va être la meilleure mère possible pour cet enfant-là qui va pouvoir grandir et rentrer enfin dans un centre d'apprentissage, de réapprentissage pour adultes pour la libérer, elle, qu'elle puisse finir sa vie tranquillement. OK? Donc, les schizophrènes en crise, je ne peux pas les aider. Les schizophrènes traités qui font pas de crise, oui, je peux les aider, comme les bipolaires, comme les maniaques. Bref, à chaque fois que les gens sont capables de suivre des séances intellectuellement, je peux faire à la TEFT, le décodage biologique, on peut faire énormément de choses avec eux et les aider à sortir complètement de leur vie. Euh, j'ai travaillé en Suisse à un moment à Genève, puisqu'on me prêtait un cabinet, et j'ai eu pas mal de gens euh, schizophrènes sous traitement, sans crise, etc. Et on a libéré la cause de la schizophrénie et ils sont revenus à leur vie d'adulte sans traitement, avec des problèmes d'adultes classiques de relations de tous les jours. D'accord? Et c'était assez impressionnant pour eux d'enfin arrêter leur traitement. Je ne parle même pas de leur psy qui les suivait, mais. Euh, donc c'est possible, tant que j'ai quelqu'un qui peut analyser, réfléchir et ressentir sereinement sans partir en vrille. Marie, est-ce que la TEF permet de guérir des addictions? Des addictions, l'alcool, tabac ou autre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai Jocelyne.
une élève qui est enfin qui était, elle est à la retraite maintenant, depuis l'année dernière, qui était en service d'addictologie autour de Grenoble, qui est venue faire la formation et qui a pu apporter à ses patients, dans le travail qu'elle faisait, une nouvelle lecture, une nouvelle écoute, un nouveau truc qui leur ont permis de vraiment sortir de leur addiction. Et nous, on peut le faire au cabinet, bien sûr, aussi, et encore plus facilement, puisque quand les gens sont volontaires pour le faire, c'est qu'ils sont à un autre niveau de conscience. Ils ne sont pas dans un centre spécialisés en addictologie, ils sont libres de leurs actes. Donc oui, ça, l'addiction, c'est facile. Sur ma chaîne YouTube, il y a dans la partie décodage biologique, je crois, ouais, dans la playlist décodage biologique, il y a une vidéo qui parle d'addiction, justement. Hop, 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 on est Léa. Donc oui, pour finir par répondre à Marie, bien sûr, l'addiction, c'est facile. L'alcoolisme, ça marche très très bien. Le tabac, c'est pas souvent, parce qu'encore une fois, c'est pas considéré comme une maladie, donc les gens viennent pas me voir pour ça, mais pour l'alcool, ouais, ça c'est efficace. Léa, je reprends. Donc, une grande partie des jeunes que j'accompagne sont difficilement accompagnables, car beaucoup ont des déficiences cognitives intellectuelles, ont plus de déficiences motrices. Ouais, motrices. Ils n'ont pas accès à la parole, mais quelques-uns ont une capacité de réflexion. Ok, ben ça va être voilà, différent selon les gens. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait inconsciemment que Léa, tu t'occupes de ce genre de public. C'est plutôt ça qu'on va regarder. Euh, Ok, pour tout ça, je sais plus où j'en étais. J'en étais là. Hop, qu'est-ce que je fais de ça? Ok, je Est-ce que je peux te reprends. poser une question aussi? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu préfères, si tu préfères qu'on mette des questions euh, par écrit pour que tu aies le temps Non, de... Non. non, je préfère à l'oral. Je Tu préfère à penses l'oral de... parce que je peux vous questionner derrière et comme je vais pas souvent être là pour lire des choses en face de vous, vous attendez pas à ce que je vous réponde rapidement. C'est D'accord. collectif. Quand Donc, tu parles de défaillance, ouais, comment tu fais avec les familles? Parce que moi, quand je l'entends, euh, j'entends aussi le poids d'une grosse culpabilité ouais, qu'on peut donner. bien sûr. Et je te comprends. Je suis père d'une jeune femme maintenant, elle a 19 ans, mais j'ai été extrêmement défaillant avec ma fille jusqu'à ses 4 ans, jusqu'à ce que je comprenne que je faisais pas la bonne façon, qu'il fallait que je change quelque chose. Et ça correspond à 2014, enfin, la fin de mon travail correspond à 2014, où je découvrais la thérapie familiale. Je suis allé régler ce que je portais, qui me mettait dans une posture pas du tout idéale pour ma fille. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est pas votre culpabilité qui va vous aider. C'est le fait que vous ouvriez les yeux sur vos défaillances, comme j'ai ouvert les yeux sur les miens, et que vous puissiez, avec la TEFT, travailler ces défaillances, les éliminer pour devenir bah, le meilleur parent que vous pouvez être. Parce que votre enfant, il n'attend que ça, quel que soit l'âge qu'il est. D'accord? Je dis quel que soit l'âge qu'il est parce que j'ai travaillé avec des parents qui ont des enfants de tout petits, en très très bas âge, ou qui n'ont pas encore d'enfants, c'est encore le top ça. Mais j'ai aussi travaillé avec des grands-mères de 75 ans qui ont des fils de 50 ans, qui ont des petits-fils de 25 ans et qui viennent d'avoir la cinquième génération qui est juste née avec une énorme maladie. Et c'est pour ça qu'elles viennent me voir en espérant que je peux faire quelque chose pour leur arrière-petit-fils qui a une énorme maladie. Donc oui, transgénérationnellement, on regarde, on travaille, mais je ne peux pas travailler sur l'enfant lui-même, je peux travailler que sur la personne. Et ces femmes-là se sont rendues compte que elles ont la possibilité d'aider encore leurs enfants qui ont 50 ans à être de meilleurs parents pour leurs enfants de 25 ans, à être de meilleurs parents pour leurs enfants, leurs arrière-petits-fils qui viennent de naître. Donc, euh, oui, vous êtes coupable, soit, mais vous êtes encore plus coupable si vous n'êtes pas responsable du changement que vous pouvez faire. Et elle est là la clé, c'est que si vous vous rendez responsable du changement que vous pouvez mettre en place, vous reprenez votre place et votre puissance. Et c'est très intéressant ça. La culpabilité, c'est le... On va en parler longuement ce week-end, ça revient souvent.
c'est le paravent qu'on met pour ne pas sentir qu'on est, comment je vais dire, pas très efficace, pour être sympathique. D'accord? Donc oui, quand on va parler de thérapie familiale demain, on va parler des rôles des parents. Vous allez un petit peu en prendre pour votre grade, si vous êtes parent. C'est pas l'idée, d'accord? L'idée, c'est que vous rendiez compte de qu'est-ce qui vous a manqué pour que vous puissiez vous exprimer vraiment vous tel que vous êtes. Et c'est quelque chose que vos parents auraient dû vous assurer pour que vous soyez la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Et c'est donc quelque chose qu'on peut réparer, puisque l'objectif de se rendre compte de tout ça, c'est qu'on puisse y apporter une réponse. Mais j'avoue que c'est la partie la plus touchy de la thérapie, c'est-à-dire faire comprendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient de leurs parents et aider ces enfants à obtenir ce qu'ils n'ont pas eu de leurs parents de l'époque. Mais pour obtenir, il faut qu'ils reconnaissent qu'ils l'ont pas eu. Donc, ça revient à accuser un peu les parents, ce qui est difficile quand on est propre nous-mêmes parents, parce qu'on devient très vite coupable aussi. On verra ça demain. Mais oui, les mamans m'aiment pas bien, en général. Dans le sens où je vais aller... ben oui, un pilot, ça fait mal, quoi. Les papas, ils n'ont pas cette notion-là de culpabilité parce que leur ego est tellement fort que c'est très très difficile d'aller regarder là-bas et j'ai très très peu d'hommes qui viennent travailler en thérapie familiale. Mais ça arrive et quand ça arrive, c'est génial. Euh, ok, ça c'était la présentation de mon parcours qui est celui-là aujourd'hui.